Ok, donc bonsoir à tous. Moi je me présente, je m'appelle Antoine Bacheux, je suis pareil étudiant en GI4. Et dans ce talk, je vais vous parler de Rust, qui est un langage de programmation développé par Mozilla, qui est open source et tout récent, en plein essor. Donc, pour résumer un petit peu les cibles de Rust, c'est un langage de programmation orienté système, au même titre qu'est le C et le C++. Je précise que c'est un langage de programmation qui est compilé, non interprété, donc peut être rapide. Et la grosse particularité qu'il a, c'est que c'est un langage de programmation système, mais qui est sûr. C'est-à-dire que si vous programmez bien votre projet, vous avez la garantie de ne jamais avoir de segmentation fault et de ne jamais avoir de problème de mutex, de sémaphore ou encore de data race. Tout est vérifié à la compilation et le programme est plus ou moins démontré de ce côté-là. Le compilateur est basé sur LLVM. Qui connaît LLVM? Ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, LLVM, c'est une chaîne d'outils qui permet la création facile de compilateurs et des compilateurs qui sont relativement bien optimisés. Clang, notamment, est un compilateur C++, assez utilisé dans le milieu de l'industrie, qui est basé qui est créé grâce à LLVM. Après quelques projets en Rust qui existent en open source, donc il y a Servo, qui est un moteur de rendu web, pareil, développé par Mozilla. Et en fait, Rust a été développé pour les besoins de Servo à la base. Et d'autres projets se sont ensuite développés par la communauté. Je pense notamment à RedoxOS, qui est un système d'exploitation qui fonctionne relativement bien, avec interface graphique, application, tout pareil développé en Rust. Et Iron, qui est un petit peu à l'image d'ExpressJS, une API de serveur web spécialisée pour les web services et les microservices. Donc pourquoi Rust? Il faut savoir que les langages actuellement le plus utilisé, c'est C++. C++, c'est rapide, c'est relativement portable dans les librairies, et il a été amélioré récemment, notamment par l'introduction dans C++ 11 des lambda, des closures et de l'inférence de type avec le mot-clé auto. D'ailleurs, petit sondage parmi vous, C++, j'imagine que tout le monde en a fait à peu près. Après Java, qui en a fait? Ok. Haskell ou Scala? Un peu moins. Ok. Mais C++ a également plusieurs défauts. C'est un langage qui est assez vieux, ça a 32 ans, c'est plus vieux que moi. C'est un langage qui est relativement complexe, notamment pour tout ce qui est gestion des ressources, et qui est donc prompt aux bugs, notamment par les problèmes de segfault qu'on rencontre assez fréquemment quand on développe en C++, ou les problèmes de data race, comme je l'expliquais précédemment. Et c'est également relativement difficile à apprendre quand on vient d'un langage plus moderne, tel que Java, Ruby ou encore Python. Donc pour résumer ce que c'est Rust, quelles sont ses caractéristiques qu'il contient, c'est un mélange d'ancien et de moderne, avec la programmation impérative, donc par instruction, la programmation orientée objet, les génériques, donc les templates, le typage, et ça ajoute également de manière native des fonctionnalités plus récentes, telles que les closures, l'inférence de type, qui permet du coup d'alléger les codes sources, le pattern matching qui, pour les amoureux d'Haskell ou de Scala, c'est une technique très efficace de gestion de conditions, et les macros procédurales, donc des super defined, en gros, et des vérifications faites à la compilation sur la sûreté des programmes. Donc maintenant c'est l'heure des petits extraits de code. Donc le Hello World classique, relativement, c'est très facile à faire. Une fonction, une instruction, hop, c'est réglé. Ensuite, les structures. Les structures sont l'équivalent des classes en fait en Rust. Vous déclarez votre structure, vous la nommez, mettez les attributs. Bon, c'est rien de très particulier à ce niveau-là. Si, il y a un truc particulier, c'est que les structures ne sont pas des classes abstraites, c'est que des classes concrètes. Je vais vous montrer après comment on fait de l'abstraction.
Voilà. Donc là, comment ça fait là je crée une classe de points, j'instancie un point, je calcule la distance par rapport à l'origine, j'affiche les coordonnées à la distance, 3, 3, 5. C'est exactement ce qu'on attend. Donc du coup, qui dit classe dit également méthode. Donc les méthodes sont déclarées à l'extérieur des structures dans des blocs d'implémentation. L'avantage par rapport au C++ notamment, c'est qu'on peut faire plusieurs blocs d'implémentation dans plusieurs fichiers différents, ça évite les classes qui sont obèses. Et donc là, un petit exemple de comment ça marche, je crée un cercle, origine, rayon, et je calcule son aire, en appelant la méthode area, telle qu'on le ferait en C++ ou Java par exemple. Et le résultat est escompté, bien celui le résultat est bien celui escompté. Et enfin là, c'est la partie un peu chaude, c'est comment on fait le polymorphisme et de l'abstraction en Rust. Exemple très très rapide. L'idée c'est d'utiliser ce qu'on appelle des threads. Donc les threads, ce sont en fait une sorte de contrat en fait, que vous passez avec votre objet. Vous dites que n'importe quel objet qui implémente un thread, on aura la garantie d'avoir les fonctions qui sont définies dans le thread et qui sont implémentées. Donc c'est l'équivalent en fait d'une classe abstraite avec que des fonctions virtuelles pures, si pour le rappel de programmation de notre objet. Donc là, j'ai deux classes pour le cercle et pour le rectangle. Et pour chacune d'entre elles, j'implémente le thread qui permet de dire si on a, on a des aires, pour calculer une aire. Et pour chaque classe, j'implémente la formule qui permet de calculer l'aire. Et ensuite, je fais juste l'appel, on ne le voit pas, c'est dommage. Voilà, du coup, je fais indépendamment pour le cercle ou pour le rectangle l'appel de l'aire, et puis j'obtiens à chaque fois le bon résultat en fonction du type d'objet. Bon. C'est ce qui permet le polymorphisme. Et enfin, le pattern matching, ça c'est ma fonctionnalité préférée. En gros, il y a une autre façon de définir des classes et des types, c'est grâce à une énumération. L'énumération, ce n'est plus ni moins un type qui peut prendre plusieurs valeurs prédéfinies. Donc là, dans le cas d'un résultat, on a soit OK et du coup on a une valeur, soit on a une erreur et du coup on a une table de caractère qui nous décrit l'erreur. Et dans ma fonction diviser, la division, on a une erreur si on a une division par 0, ou pour tous les autres cas c'est OK. Donc du coup je fais le test, si mon diviseur est égal à 0, je renvoie une erreur avec l'erreur division par 0, sinon c'est OK. Et du coup, pour traiter les résultats, je fais l'appel de ma fonction de division. Et ensuite, je fais le pattern matching sur les valeurs possibles de retour. Donc, si j'ai une erreur, je ne cherche pas à savoir ce que c'est le résultat, et j'affiche mon message d'erreur et je quitte. Si j'ai un résultat, alors j'affiche le résultat et je quitte. Donc là où j'ai fait quelque chose de très très rapide, une présentation très très rapide sur Rust, il y a encore beaucoup de choses à voir. Notamment un concept très très important, c'est le concept d'ownership and borrowing. C'est le cœur de Rust, c'est ce qui permet de garantir la sécurité de vos programmes quand vous les compilez, donc c'est-à-dire quand vous écrivez, c'est-à-dire pas de crash, pas de data rest, pas de trucs comme ça. Le système de macro procédural qui est très très puissant, de super define. Cargo c'est l'équivalent en fait d'NPM, de pip ou encore d'homebrew pour Rust. Ça permet d'installer la librairie, de gérer toutes vos dépendances pour vous. Et plein d'autres choses, il faut vraiment découvrir le langage. Donc pour conclure, c'est un langage avec beaucoup de potentiel, qui est en train d'être adopté de plus en plus dans le monde de l'industrie. Je pense notamment à Dropbox qui implémente certains de ses services en Rust. C'est relativement difficile à apprendre, surtout quand on débute en programmation, parce que ça fait appel à des concepts qui sont un peu haut niveau. C'est pas un langage que je conseillerais à un débutant en programmation, par exemple.
Mais par contre, c'est aussi sécurisé et sûr qu'un langage de script tel que Python, tout en étant aussi rapide que du code C compilé et optimisé. Donc j'ai rajouté quelques liens, donc le site officiel. Et les derniers, ce sont 2 projets que j'ai actuellement. Donc là, c'est le hashtag Hello21, c'est pour une calculatrice en notation polonaise inverse. Et NF11, c'est pour un projet open source que j'ai lancé qui est un générateur d'analyseurs syntaxiques en Rust, dans la même lignée de Lex ou Yak ou encore Flex Bison pour le C++. Voilà, j'ai terminé du coup, si vous avez des questions. Comme c'est un langage qui est censé être sécurisé, bon, oui. Tu me raconteras pourquoi une prochaine fois. Oui. J'ai vu qu'il a été utilisé uniquement pour des projets ZRS Software. Est-ce qu'il a déjà été utilisé dans de la robotique, dans de l'embarquer, où là aussi la sécurité est assez importante? Alors, est-ce que Rust a déjà été utilisé dans l'embarqué? Oui, sur des Raspberry Pi. Il y a un module qui permet de compiler des Raspberry Pi. Ensuite, vu que c'est basé sur LLVM, on peut remplacer le module backend, donc responsable de la génération du code machine, par un générateur de code machine pour ARM, et donc l'embarquement sur des puces embarquées telles que sur les téléphones. C'est les seuls exemples que j'ai en tête actuellement. Ouais, quoi? Alors le Hello21, c'est mon implémentation d'une calculatrice en notation polonaise inverse. En mode console, donc vous tapez les nombres, les instructions, ça gère la pile et puis voilà. En 150 lignes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors, est-ce que Rust est interprétable? Non, parce que c'est un langage qui a été créé pour la programmation système, donc qui est compilé. Et je ne pense pas qu'il y ait d'interpréteur. Enfin, je vois pas d'interpréteur. Je vois pas pourquoi ça serait pertinent d'en faire en Rust. Peut-être qu'il y a des interpréteurs en cours, mais moi j'en connais pas en tout cas. Surtout que c'est un langage qui est sorti en version 1.0 que l'an dernier, donc qui est en plein développement, qui évolue. Même si c'est stable, il y a beaucoup d'évolutions, notamment dans la bibliothèque standard. Pour moi, c'est pas interprétable pour l'instant. Ouais. Comment tu positionnerais Rust par rapport à du Go? Alors, Go, c'est alors comment Rust se positionne par rapport à Go? Les deux sont difficilement comparables en fait. Go, c'est un langage de programmation qui est pareil compilé, mais prévu pour être simple à utiliser sur notamment des applications web, des choses comme ça. Go aussi, c'est un langage qui a un petit peu repris ce que fait le C, le C++, tout en simplifiant la syntaxe et les concepts. Rust, ce qu'il fait, c'est plutôt, il reprend aussi ces concepts-là, sans forcément trop simplifier, mais en plus il rajoute la sécurité, l'application des crashs, tout comme ça. Donc ce sont deux langages qui n'ont pas les mêmes domaines d'application et qui n'ont pas été conçus pour la même chose à la base. Donc c'est pas réellement comparable. Il y a beaucoup sur Reddit notamment, beaucoup de gens qui demandent une comparaison Rust-Go. Il y a des arguments. Comment? Il y a quand même pas mal de points communs dans l'aspect simplification et compilé. Rust, ça n'a pas vocation à être simple. Go, ça a vocation à être simple. Rust, c'est le système de membership et de borrowing qui assure la sécurité de la mémoire, que je pourrais rentrer au prochain talk si jamais c'est accepté, n'est pas simple en soi.